Gustave Eiffel, il rentre à l'école centrale des arts et manufactures, une des grandes écoles d'ingénieurs. Il a été admissible à Polytechnique, mais il rentre à l'école centrale à l'âge de 20 ans, 1852, et il va se préparer d'ailleurs à plutôt avoir une spécialité autour de la chimie, puisque son oncle avait une usine chimique. Finalement, il va s'orienter à la sortie de l'école centrale plutôt vers la construction métallique, étudier d'abord des petits ponts, travailler avec un ingénieur, diriger un grand chantier à Bordeaux, le chantier du plus grand pont métallique de l'époque, avant de créer à l'âge de 32 ans sa propre entreprise. Et c'est là qu'il va construire petit à petit, au sens propre du terme, son œuvre, son mythe aussi, puisque ce mythe culmine avec la Tour Eiffel. Donc c'est un élève, peut-être pas brillant, mais en tous les cas un élève d'une grande école d'ingénieurs, et qui a surtout en lui non seulement la capacité technique de maîtriser au fond les subtilités de la construction métallique naissante à l'époque. Il va surfer un peu sur la vague du chemin de fer, de la révolution industrielle, de la construction métallique, mais aussi capable de diriger une entreprise, de choisir des collaborateurs, de s'associer des bons partenaires, de trouver les bons appuis politiques. Voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière, au fond, d'entrepreneur plus que d'ingénieur, même si sa compétence d'ingénieur, évidemment, va lui être fondamentalement utile pour développer son entreprise. Eiffel a créé son entreprise, qui est une entreprise concurrente d'autres plus grandes entreprises. Grâce à sa compétence, grâce à sa science aussi des matériaux, sa capacité à choisir des bons collaborateurs, il faut bien le dire, il va hisser son entreprise à la 4e, 5e, 6e place des grandes entreprises françaises de construction métallique. Il va rivaliser avec elles et avec des entreprises étrangères sur des grands marchés internationaux. Et donc il va réussir au fond à développer une entreprise de construction métallique qui portait son nom d'ailleurs, Gustave Eiffel, constructeur, mais qui n'aurait certainement pas atteint cette renommée sans la tour qui porte précisément le nom d'Eiffel. La tour Eiffel a été vraiment le point culminant de sa carrière de bâtisseur et lui a permis de rentrer en quelque sorte dans le panthéon des grands ingénieurs, des grands hommes, et d'avoir un nom quasiment universellement connu aujourd'hui. Gustave Eiffel a exporté pas mal de réalisations, des réalisations qui étaient en réalité fabriquées dans son usine, qui était à Levallois-Perret, tout à côté de Paris, préparées en éléments préfabriqués, acheminées par train, par bateau, si on allait à l'étranger un peu plus loin, et ensuite réassemblées sur place. Donc c'est vraiment la construction métallique de l'époque, et déjà une construction, on pourrait dire, en kit ou en pièces détachées, en préfabrication. Et lui-même a été, en fait, une fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, à Porto, sur le pont du Douro, sur le chantier de ce grand pont métallique de 160 mètres d'ouverture, qui était un des plus grands ponts de l'époque. Il a été personnellement suivre les choses. C'était son premier grand chantier à l'étranger. Autrement, il a délégué, bien sûr, à des ingénieurs, à des collaborateurs, y compris sur place, en créant des agences locales, le soin de recevoir les matériaux et de construire, d'édifier sur place, parce que la construction métallique, on fabrique d'un côté et on monte ou on construit sur place d'autre part. Quand on pense à préfabrication, on pense aussi non seulement à des préfabrications de grands ouvrages, viaduc de Garabit par exemple, en Massif central, il faut acheminer les pièces au loin, mais il a imaginé aussi un système qu'il a fait breveter d'ailleurs, de petits ponts dits portatifs, non pas parce qu'on pouvait les porter, mais on pouvait porter les pièces, c'est-à-dire que les pièces étaient préparées en atelier, des espèces de triangles, déjà pré-assemblés, mises en caisse, envoyées ensuite sur place, et ensuite montées sur place par une main-d'œuvre relativement peu qualifiée, avec un chef de chantier simplement, et une notice de montage, un peu comme on montrait aujourd'hui une armoire en kit en quelque sorte. Et cet succès de ces ponts préfabriqués a valu à l'entreprise une certaine notoriété supplémentaire, mais aussi d'ailleurs des profits non négligeables, parce que ces ponts étaient plutôt bien vendus, aussi bien vendus que des grands viaducs beaucoup plus compliqués à construire. Eiffel était un chef d'entreprise, un sportif, il nageait très bien, et il avait le souci de la sécurité de ses ouvriers, de son personnel, peut-être avant qu'on l'ait aujourd'hui, d'une façon encore plus précise, on va dire. Il l'avait d'une manière assez particulière, qui se concrétise tout simplement par le fait que sur la plupart de ses chantiers, pas d'accident, ou très peu d'accidents. Sur la Tour Eiffel, un accident mortel, mais qui a eu lieu en dehors des heures de service, un ouvrier qui a été écrasé par un ascenseur. Comparons avec le grand pont construit en Écosse à la même époque, le pont sur le Firth of Forth, qui était le plus grand pont du monde,
près 70 morts sur ce chantier. Donc beaucoup de morts en général sur les chantiers qui étaient souvent faits dans des conditions un peu périlleuses, un peu difficiles. Eiffel lui-même avait le soin de préserver la vie et la sécurité de ses ouvriers. Une petite anecdote d'ailleurs qui vient illustrer ce propos. Lors de son premier grand chantier qu'il dirige en fait comme jeune ingénieur à Bordeaux, le pont de Bordeaux, un ouvrier tombe dans la Garonne. Manque de se noyer, il ne savait pas nager. Lui, Eiffel n'hésite pas, il plonge et il sauve cet ouvrier de la noyade. Donc on peut dire qu'il a payé de sa personne, là aussi, pour assurer la garantie de la sécurité de ses employés. C'est non seulement un ingénieur, mais c'est un entrepreneur qui a réussi à bâtir, à son époque, la tour la plus haute du monde. Et c'est aussi quelqu'un qui avait un esprit scientifique, une attention bien sûr au progrès non seulement technologique de son époque, auquel il a participé, dont il a été l'un des acteurs importants, mais aussi le progrès scientifique tout simplement. Il n'a pas oublié d'inscrire tout autour du premier étage de la tour Eiffel les noms de 72 savants français, qui étaient ses prédécesseurs en quelque sorte, et à qui en quelque sorte il rendait hommage. Et lui-même a eu dans la seconde partie de sa carrière une carrière véritablement non seulement de scientifique, mais de mécène de la science. Il a mis la tour Eiffel à disposition pour mettre des stations météo, pour faire des expériences sur la chute des corps et donc la résistance du vent. Il a construit une soufflerie au pied de la tour qu'il a déplacée à Paris, rue Boileau, où elle fonctionne toujours. Et il a été aussi l'un des pionniers de la radio, tout simplement, en permettant à l'autorité militaire d'installer une antenne à partir du 3e étage de la tour. Et donc il a cherché à accompagner, à financer toutes ces expériences, c'est lui qui les finançait, ces expériences scientifiques, pour montrer qu'il voulait aussi apporter sa contribution à un progrès général, qui n'est pas seulement un progrès technique, un progrès industriel, mais également un progrès scientifique, et donc, dans l'esprit du 19e siècle, un progrès social et humain.